C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle, un trimestriel qui s'éternise sur les jeux, mon cher David. Oui, mais bientôt, nous sommes en train de préparer le prochain et bientôt il sortira et ce sera un thème très intéressant. Est-ce que c'est la fin de la Ve République ou non? D'accord. Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis avec cette une cette semaine. Oui, on revient sur les affaires du Rassemblement national. On a sorti la boîte à archives de Politis et on est retombé sur des fiches de paye qui datent d'avant les affaires qui sont celles de Marine Le Pen et on montre comment il y a tout un système qui est mis en place depuis le FN jusqu'à aujourd'hui. Alors Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, a commencé très fort. Il a affirmé hier matin sur une radio qu'il excluait le Rassemblement national de l'arc républicain. L'ire de Marine Le Pen ne fut pas longue à se faire entendre. Avec un sourire, un air narquois, elle semblait dire « Nous ne sommes pas dans l'arc républicain ». La menace a fait, semble-t-il, trembler Matignon qui s'est empressé de dénoncer cet affront fait au Rassemblement national. Carrière de comédienne qui s'ouvre à vous, Roselyne. Pardon ? Carrière de comédienne qui s'ouvre à vous, Roselyne. Bah oui, vous voyez, ça tombe bien. L'après-midi, même Michel Barnier prend son téléphone et appelle Marine Le Pen et tout en contrition. Et un communiqué de Bercy tombe pour affirmer qu'elle sera bien reçue comme tous les autres partis. Quelle est la morale de cette histoire, messieurs ? La morale de cette histoire, puisqu'il s'agit du ministre de l'économie, je vous me permettrai d'employer cette métaphore économique. Ce gouvernement, cette majorité, c'est une joint venture. On l'a vu avant la nomination du gouvernement avec cette réunion de tous les partis de la majorité à Matignon. Quoi, une joint venture, comme on dit en économie, c'est une association entre plusieurs sociétés pour créer une entreprise. Et donc, on a vu que cette réunion de jeudi dernier, avant la nomination du gouvernement, c'était vraiment la réunion des petits actionnaires. Vous aviez les bayrouistes, les philippistes, les ex-macronistes devenus atalistes, vous aviez les LR, vous aviez les centristes. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces assemblées générales annuelles qui réunissent les petits actionnaires. Et puis, à côté, vous avez la présidente du conseil de surveillance, et c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, eh bien, quand le vote des petits actionnaires, de tel ou tel petits actionnaires ne lui convient pas, quand sa prise de position ne lui convient pas, elle rappelle à l'ordre le directeur général, et c'est exactement ce qui s'est passé, dans une forme qui est quand même extrêmement problématique, parce que il y a le fait lui-même. On va parler après, j'imagine, des tensions au sein de la majorité à propos de cette prise de position et de ce racadrage de Michel Barnier. Mais il y a aussi et surtout la façon dont ça se fait. Et Marine Le Pen, elle aurait pu tout à fait parler avec Michel Barnier au téléphone et lui expliquer que ça ne lui convenait pas, mais évidemment, elle et tout l'état-major du Rassemblement national s'est étalé sur Twitter, sur les réseaux et sur les télévisions pour expliquer que c'était vraiment Marine Le Pen la patronne et que quand quelqu'un n'était pas dans la ligne, elle le rappelait à l'ordre, ça fait extrêmement mauvais genre. C'est un peu le petit chaperon rouge chez la grand-mère, c'est le loup déguisé en grand-mère. Non, je suis très dans le conte là aujourd'hui. Chacun son style. Moi, c'est la métaphore économique et entrepreneuriale. Vous, le conte de Perrault. Oui, enfin voilà, c'est. En tout cas, vous pouvez tous les manger. Il y a un problème. On attendait une clarification. Emmanuel Macron avait beaucoup parlé de clarification et on a un problème de clarification. C'est-à-dire que il y a quand même. Je sais qu'on a tendance à avoir une lecture un peu... on surinterprète la lecture des élections législatives, mais il y a au moins un fait qui est notable, c'est qu'il y a une alliance qu'on a appelée le Front républicain pour faire battre l'extrême droite. Donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, il m'avait semblé en tout cas que dans ce qu'était la Macronie, c'était acté, et y compris d'ailleurs jusqu'à ne pas laisser l'extrême droite prendre des postes de pouvoir à l'Assemblée nationale. Il y a un gouvernement qui vient de se constituer. Certes, Michel Barnier a sans doute franchi un pas vers l'extrême droitisation depuis qu'il a été candidat aux primaires des Républicains. Mais l'extrême droitisation. Oui, écoutez, franchement, il y a eu un avant et un après Michel Barnier, je pense, au moment des primaires. Il avait copié-collé le programme de la sécurité et de l'immigration au moment des primaires. Donc, on connaît le point de vue de Michel Barnier là-dessus. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est lui qui se retrouve à être nommé près de 12 mois ou 10 mois après les élections législatives. Et que c'est le seul qui... 2 mois. J'ai dit 12 semaines, pardon. C'est ça que je voulais dire. 2 mois, oui. Et que c'est ça qui fait que, d'ailleurs, il a été choisi parce que l'extrême droite ne s'y est pas opposée. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je trouve que toute cette communication depuis les propos du ministre des Finances hier sur France Inter,
c'est un peu l'esbrouf, c'est-à-dire qu'on sait très bien que Marine Le Pen n'a aucune intention de participer d'une espèce Oui, c'est-à-dire que si elle devait voter la censure, par exemple, elle serait tenue responsable, et on sait très bien qu'elle n'ira pas jusque-là. Donc de voir cette espèce de gouvernement aujourd'hui s'agenouiller devant Marine Le Pen, ça me paraît totalement surréaliste. Et je serais franchement le jeune ministre aujourd'hui des Finances, avoir été humilié de la sorte par Marine Le Pen, puis recadré sur ordre de la première qui était Marine Le Pen, mais je démissionne dans la seconde. Il devrait démissionner dans la seconde, l'avenir est long pour lui. Ouais. Et ce serait tout à son honneur que de respecter l'engagement qui a été celui des électeurs. Il y a la petite personne ou la grande personne, hein, c'est pas... méchant ce que j'ai, d'Antoine Armand, hein, qu'on ne connaît pas encore bien. Mais il y a surtout quand même le sujet politique qui est, est-ce que globalement c'est vivable de vivre sous la menace en permanence du Rassemblement national? Parce que ça va être ça matin, midi et soir. Vous avez raison, et je vais reprendre la métaphore que tu disais, Pierre, la semaine dernière, en citant l'illustre personnage de Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Ben non. Justement, là, on a un immense malentendu qui est celui que Pierre, je suis tout à fait d'accord avec vous, rappelait, c'est-à-dire qu'il y a une seule leçon de ces élections et de ce deuxième tour, c'est que le Front républicain l'a emporté, et qu'on se retrouve effectivement avec un Premier ministre qui n'est pas issu du Front républicain, puisque le LR ne l'a pas pratiqué ni respecté, et qu'effectivement, on a cette surveillance permanente du Rassemblement national. Donc sur un malentendu, ça ne peut pas marcher, et c'est la raison pour laquelle, moi je vous trouve plutôt optimiste quand vous dites qu'elle a intérêt, Madame Le Pen, à laisser les choses durer. Pas forcément. Alors oui, on peut se dire que elle joue en ne votant pas une motion de censure et en ne faisant pas immédiatement tomber le gouvernement, elle joue une forme de jeu institutionnel ou de respectabilité, là où la France insoumise et le NFP est tout de suite dans la radicalité, la motion de censure. On peut se dire qu'elle a un procès. Vous faites votre une sur les affaires européennes. Bon, il y a un procès dans quelques semaines qui va sans doute être... enfin, on verra quel est le verdict, mais qui va sans doute pas être à son avantage. On a aussi un travail de nettoyage, je n'ose pas dire de blanchiment de ces listes électorales, dans l'hypothèse d'une prochaine dissolution. On sait que dans l'entre-deux tours, des dizaines de candidats au profil complotistes, racistes, antisémites, j'en passe, ou voire tout simplement loufoques, ont quand même plombé ce deuxième tour qui était, il faut le rappeler, plutôt bien parti le soir du premier. Le RN gagne le premier tour. Donc elle a besoin d'un peu de temps, ça c'est certain. Mais en revanche, je ne suis pas du tout certain qu'elle prenne le risque de soutenir ou de ne pas faire tomber un gouvernement à partir du moment où il prend des mesures impopulaires. Et rappelez-vous que dans quelques semaines, très vite va arriver le budget. Et forcément, dans ce budget, il y aura des mesures impopulaires. Donc je ne suis pas du tout certain que donner des gages à Madame Le Pen, pour conclure sur ce point, ce soit l'assurance pour Michel Barnier et son gouvernement de durer. Mais cette expression, le front, l'arc républicain, dans le fond, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas un mot valise? L'arc républicain, il va d'où à où? C'est quoi? Quand vous avez 11 millions de personnes qui ont voté pour quelqu'un, est-ce qu'il ne fait pas partie de l'arc républicain? Ça a une histoire, le Front républicain, ça a une histoire... Non, là, je parle de l'arc républicain. Oui, l'arc, le Front républicain... c'est pas la même chose. Être dans l'arc républicain. Le Front républicain est constitué par un arc républicain, si vous voulez. On joue sur les mots, mais je veux dire, ça a une histoire et ça a un sens politique. Oui, donc. C'est de se battre contre l'extrême droite et c'est de ne pas laisser l'extrême droite diriger ou avoir des postes à responsabilité. Et c'est ça aujourd'hui l'engagement. Donc c'est là où il y a quand même confusion. C'est là où on a un problème de clarification. Et en réalité, franchement, moi je vais être assez clair et cash peut-être dans l'analyse qui va être la mienne, mais c'est qu'on a quand même un président de la République qui s'est fait élire par 2 fois contre l'extrême droite en disant je serai le rempart, et il nous met un gouvernement bleu marine. Franchement, c'est ça qui est quand même assez décevant et surtout très inquiétant. De voir comment aujourd'hui ce gouvernement, quand même on sait la connotation politique, la couleur politique d'un Michel Barnier et ceux qui sont aujourd'hui dans son ministère, on a quand même le retour en force de la manif pour tous. Des gens qui ont voté contre l'inconstitutionnalisation de l'IVG, contre la criminalisation des gens qui font les thérapies enfin en tout cas de considérer que c'est un délit de faire des thérapies de conversion, contre le mariage pour tous. Enfin, je veux dire, on a un gouvernement totalement réactionnaire, mais ça dit aussi beaucoup de ce qu'est le macronisme, qu'on a toujours eu du mal un peu à définir. Moi, j'ai toujours dit que c'était un libéralisme sans doute très conservateur, mais enfin là, on est passé à autre chose. On est passé à un gouvernement, certes, qui est aujourd'hui en majorité composé de macronisme, mais tout le reste, ceux qui ont les postes régaliens, prenez monsieur Retailleau, qui est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, qui est quand même celui qui a les positions sans doute les plus conservatrices sur les questions d'immigration, sur les questions
de diversité. Oui, Mais c'est quand même un Non, sujet d'accord. quand même qu'Emmanuel Non, Macron ait mais- décidé qu'ils n'étaient pas en cohabitation, parce qu'ils ont quand même clarifié ça aussi. Hein. On l'avait vu au moment de la passation, ils ont tout fait pour montrer qu'ils étaient en cohabitation. En tout cas, qu'ils n'étaient pas d'accord, que ce serait pas la continuité. Sauf que là, c'est la continuité version droite dure, quoi. Alors justement, cette droite dure, alors, vous avez l'air de dire pas si droite que ça. On va voir ce que. Mais je vous pose une question sur Retailleau. Là, par exemple, il a. Ça va être l'exercice pratique, hein, un TP comme on dit à l'école, travail pratique. Malheureusement et tristement et dramatiquement, la mort d'une jeune fille dans le bois de Boulogne à Paris, retrouvée assassinée par une personne qui était sous le coup d'une OQTF. Bon, là pour le coup, quand Retailleau hurlait lorsqu'il était dans l'opposition, est-ce que c'est une autre musique en fait d'être à la manœuvre? Alors, on va voir quel On sera va voir. son Qu'est-ce qu'il bilan, va faire parce que sur l'affaire que vous évoquez, et qui, effectivement, c'est le premier fait divers, la première affaire qui vient percuter Et pas des moindres. l'action du gouvernement. Monsieur Retailleau a expliqué lors de la passation de pouvoir qu'il entendait 1. Rétablir l'ordre, 2. Rétablir l'ordre, 3. Rétablir l'ordre. Alors, déjà, c'est assez sympathique par rapport à son prédécesseur, Gérald Darmanin, qui, semble-t-il, en avait fait aussi beaucoup sur ce terrain. Alors, il s'inscrit dans la vieille tradition d'un certain nombre de ministres de l'Intérieur qui ont aussi utilisé la place Beauvau comme tremplin, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy. Manuel Valls, ça n'a pas bien marché. Et d'autres. Alors après, effectivement, il s'est un petit peu perdu en route. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait utilisé ce ministère comme tremplin. Est-ce qu'il va réussir? C'est une vraie question, parce qu'effectivement, il y a un problème avec les OQTF en France. On sait qu'on est le pays d'Europe qui les applique le moins. Je crois que 7% des OQTF sont appliqués. Donc, mais obligation de quitter le territoire. Ça ne dépend pas, du ministre de l'Intérieur et de ses petits bras musclés. Ça dépend de l'action des forces de police. Vous ne pouvez pas mettre l'intégralité des forces de police sur ce dossier-là, sur cette thématique-là, parce que sinon, il ne ferait plus rien d'autre. Et Dieu sait qu'il y a énormément de choses à faire. 2, il y a évidemment la question des laissez-passer consulaires, et on est loin d'être au clair sur ce cas, parce que là, c'est une vraie question diplomatique qui dépasse largement le cas de M. Retailleau. Et enfin, 3, il y a toutes les questions juridiques, avec un certain nombre de recours possibles qui font que les tribunaux souvent cassent l'application des OQTF et libèrent les clandestins qui sont retenus en centre de rétention. Au-delà de ça, donc vrai défi pour Bruno Retailleau. Tous les gouvernements qui expliquent qu'ils vont faire appliquer les OQTF n'y arrivent pas jusqu'ici. Donc, alors pourquoi il y arriverait? Juste un point sur la droite, on va dire le gouvernement de droite dure. C'est vrai que M. Retailleau, c'est pas la droite la plus libérale qui soit. Il y a quelques ministres effectivement qui sont cette droite extrêmement conservatrice, qui a pris des mesures sur le plan sociétal extrêmement conservatrices aussi, notamment je pense leur position sur le mariage pour tous, la PMA, la fin de vie, etc. Mais c'est quand même pas l'entièreté du gouvernement. Je reste sur ma position. Ce gouvernement, il y a beaucoup de malentendus. Vous avez un ministre qui est engagé contre les discriminations, qui était contre le mariage pour tous. Mais vous avez aussi de l'autre côté Didier Migaud, ancien socialiste, qui s'est tout de suite emplafonné avec le ministre de l'Intérieur hier. Et on a vu au bout de 48 heures que le gouvernement, qui était censé être qu'un collectif et représenter tous les Français, il y a déjà un clash. Vous me direz, c'est un classique entre le garde des Sceaux et la place Beauvau. Et il y a déjà un ministre de l'économie. Le clash, est-ce que c'est une construction médiatique? En tout cas, vous aviez 2 JT, une de gauche, une personne de droite, et les deux se répondaient en s'envoyant des... Si vous ne voulez pas mettre en scène la conflictualité au sein d'un gouvernement... Faut arrêter de dire qu'on voit des clashs partout. Pardon, non, je suis désolé, s'il n'y a pas de clash ici... Bien sûr, attendez, vous avez vu ce qu'ils se sont envoyés quand même, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, en se mettant en cause nommément l'un et l'autre sur l'indépendance de la justice, l'indépendance des juges et le travail de la police. Donc c'est quand même un premier clash. Et puis, si ça ne vous suffit pas, il y a celui dont on parlait au début, le ministre de l'économie qui est orthogonal avec la position du Premier ministre. En 48 heures, on a quand même 2 clashs d'importance, 2 couacs extrêmement importants, qui montrent que oui, il y a une frange de ce gouvernement qui est de sensibilité extrêmement conservatrice et qui est d'ailleurs plutôt en opposition avec l'ADN libéral économiquement et sociétalement du macronisme des origines, mais il y a aussi de l'autre côté des gens qui ne sont pas d'accord. Et à mon avis, pour reprendre le mot de Hervé Morin, le président de la région Normandie, qui avait assisté à la fameuse réunion des petits actionnaires que j'évoquais tout à l'heure, il avait dit « les pistolets sont sous la table ». Et bien là, ça va être du brutal, pour citer Michel Audiard, et les tontons flingueurs, à mon avis, vont s'en donner à cœur joie.
Pierre? Oui, ça me paraît. Enfin, je vois pas très bien comment tout ça peut durer en fait. Je vois pas très bien comment ce gouvernement va tenir sur la durée. Je pense même que pour tous les gens qui nous écoutent et qui vont aller regarder qui a quel ministère, parce qu'on ne connaît quasiment personne, de ne pas retenir les noms parce qu'ils vont passer aussi vite que l'histoire ne les retiendra pas d'ailleurs. Et ça dit nous aussi. Nous non plus, d'un autre côté. Mais non, mais nous non plus. Mais moi, j'ai regardé la liste de tous les ministres. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, et ceux qu'on connaît, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Je peux citer le ministre de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. C'est lui qui a été au devant de la manif pour tous. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron détient toutes les cartes. Encore une fois, il gouverne et il préside. Et Michel Barnier n'aura aucune marge de manœuvre. D'abord parce que c'est compliqué pour lui de faire voter un budget qui va être son premier chantier devant le Parlement. Trouver des majorités, il n'y arrivera sans doute pas. Et je ne sais pas si ça passera par un vote de censure ou une dédémission en cascade, parce que je vois, c'est impossible. En fait, c'est intenable. Je veux dire, vous pouvez pas être aussi opposé, aussi engagé dans la lutte contre l'extrême droite dans un gouvernement et vous faire humilier par Marine Le Pen, repris publiquement, sévèrement par le Premier ministre en étant ministre des Finances. Et je suis désolé, vous ne pouvez pas dire le matin je ne sonderai pas le Rassemblement national et le soir faire un communiqué en disant bah si finalement je recevrai. Enfin, je veux dire, vous n'avez plus aucune crédibilité, plus personne n'a de crédibilité. Et je trouve d'ailleurs que ça, non mais plus personne n'a de pouvoir. Ça nous coûte cher. D'abord, 39 ministres, ça nous coûte très très cher et ils ne servent à rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Pas de ministre pour les handicapés. Je suis d'accord sur la durée de vie, limiter forcément la faiblesse de ce gouvernement, le côté intenable. Moins d'accord avec vous sur le fait que le président préside et tienne tout. En fait, le président, en réalité, ce gouvernement, il ne tient pas grand-chose, mais le président, lui, il ne tient plus rien. D'abord parce que, on le voit, là, c'est vraiment l'aboutissement de... On se demandait ce qu'était le macronisme et en même temps, ça finit quand même dans un sacré bazar. Et d'ailleurs, au sein même de sa propre majorité ou ex-majorité, vous voyez que tout le monde s'est émancipé. François Bayrou a pris ses distances. Édouard Philippe veut être candidat. Il a dit qu'il envisageait même une présidentielle anticipée. Quant à Gabriel Attal, il en fait qu'à sa tête. Donc on se demande vraiment qui tient l'ensemble de ce bazar. Et on ne voit pas qui, à part peut-être, pour l'instant, c'est la personne dont on parlait au début de cette émission, c'est-à-dire Madame Le Pen. Voilà, et le gouvernement sera responsable de la dépression de centaines de journalistes français. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine. Quartetto Taffi, un groupe RFI Talent. Mis uñas rascan camelias y mis pechos piden hortensias. Mis uñas rascan camelias, mi piel. Découvrez le titre Un Racaranda en session live du quartet franco-argentin.